ça démarre pour 2 heures de télévision sur votre chaîne préférée, Béné Business 24. Mesdames et messieurs, merci, bonsoir. On se retrouve tout à l'heure. Patrick Adjagbodjou et Marcel Fondi à la coordination du grand rendez-vous de ce soir et à la réalisation Gilles Armel Gbaïrin. Mesdames et messieurs, ce soir, on reçoit Michel Babadjide. Il est entrepreneur agricole dans le monde agricole et avec lui, on va parler de l'entrepreneuriat agricole. Des possibilités existent. Tout à l'heure, vous aurez sur ce plateau Estelle Pazou et lui donc, Michel Babadjide, sur ce plateau pour aborder le sujet. Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel. Il est l'expert de ce soir. Avec lui, on va aborder la 3e étape des attitudes. Comment adopter de nouvelles attitudes. Vous aurez la 3e étape sur le grand rendez-vous de ce soir avec Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel. Nature et bien-être reçoit Christelle Randolph. Elle est cardiologue pour parler de la cardiologie du sport. Comment le cœur du sportif fonctionne-t-il? Nous aurons les détails tout à l'heure. Vous avez d'ailleurs quelques images envoyées par le réalisateur. Et le dernier plateau sera consacré à Horizon Culture. Horizon Culture qui s'intéresse à un nouveau concept, un concept inspiré du Soyoyo. Il s'agit du Numba. Nous aurons le concepteur sur ce plateau. Il s'agit de Tiboy Tchala, artiste musicien. Voilà, mesdames et messieurs, le rendez-vous, le grand rendez-vous de ce soir, le menu ainsi déroulé. À présent, j'entre tout de suite en liaison avec la rédaction à travers Nadège Sani. Nadège, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'Alandé. La pleine forme. Je vais super bien. Alors, on aura le déroulement ou le déroulé du menu du 1945 avec vous, n'est-ce pas? Bien sûr, heureuse d'Alandé, on connaît maintenant le nombre d'enrôlés pour le RAVIP. La commission chargée de mener l'opération du RAVIP a remis son rapport acquis de droit hier. Ce 17 mai, le monde entier célèbre la Journée mondiale des télécommunications. La rédaction s'est intéressée à ce secteur. Vous aurez un reportage sur le sujet. Après des mois de préparation, le mariage du prince Harry avec Meghan Markle se tient samedi prochain. Les soldats du régiment auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Windsor. En tout cas, c'est une information à suivre franchement de très près parce que lorsqu'on sait qu'il y a juste une famille royale qui fait autant de buzz dans le monde entier, ça fait plaisir. Merci Nadège Sani, on va se retrouver tout à l'heure pour les informations. Mesdames et messieurs, le tout premier plateau du grand rendez-vous de ce soir, Monde agricole.
Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc suivre ce reportage réalisé par Karamat sur l'élevage des lapins avant de recevoir sur ce plateau Michel Babadidé et Estelle Pazou pour parler de l'entrepreneuriat agricole. Et oui, des possibilités existent. 35 lapines, 6 mâles, 138 lapereaux, encore à l'étape d'allaitement. D'autres bébés lapins ont passé ce cap et sont à l'engraissement. C'est l'effectif de cette lapinière au moment de notre tournage. Des deux types d'élevage de lapins qui existent, on a fait ici l'option de la cuniculture dans des clapiers. Le plus important est beaucoup utilisé pour les grandes exploitations à but lucratif. Généralement, les clapiers pour l'engraissement sont souvent destinés pour la mesure de 80 cm pour la mesure des normes que nous avons dans les documents. 80 cm fois 40 cm fois 40 au massif. C'est souvent de 6 latéraux. Le système de suspension est un système d'organisation qui a été recommandé par les experts au début de la vulgarisation de l'agriculture afin de limiter la propagation de la coccidiose dans l'élevage, qui est une maladie prépondérante dans les élevages de lapins. L'élevage des lapins apparaît anodin, mais nécessite tout de même des connaissances en matière de réglementation, de suivi et surtout d'hygiène. Pour la qualité de sa viande, bien riche en protéines, le lapin est très demandé par les populations. Pour les éleveurs, le marché d'écoulement existe, même s'il n'est pas énorme. Intérieurement, dans la maison, il y a beaucoup de personnes, les gens s'en approvisionnent, on a des manifestations, on se fournit nous-mêmes. Et encore, dans la zone, à Zinvier, à Calavi, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent et qui viennent. Autrement, nous sommes en contact avec beaucoup d'autres éleveurs et beaucoup d'autres restaurants et commercialisateurs de viande de lapin. Et quand nous en avons, nous leur faisons signe, on jette du lapin avant, vous en avez besoin, et puis ils passent. Une étude diagnostique menée en 2014 par le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO relève le faible taux d'organisation des acteurs, le faible niveau de technique et de gestion des exploitations, toutes choses qui constituent une entrave au développement du sous-secteur. Le développement d'un secteur d'élevage dépend de l'encouragement que les éleveurs ont à s'investir. Deuxième aspect, pour satisfaire la demande, il faudrait que les éleveurs puissent aussi s'organiser dans un système de production groupée. Organiser sa production afin de pouvoir avoir à période donnée une quantité importante à mettre sur le marché. Parce que le fait d'abord, l'un des problèmes qui peut agir sur la rentabilité du lapin, c'est le fait de ne pas grouper sa production de vente et façon. Le lapin est un animal à cycle court qui se reproduit 7 fois par an et qui peut faire jusqu'à 12 bébés lapins par procréation. L'élevage de lapins est une filière prometteuse. Il s'avère donc urgent qu'un coup de pouce impulse à la filière la dynamique de la compétitivité. Et voilà, et on retrouve sur ce plateau, je dirais, un homme du développement rural, Michel Babadidé, entrepreneur agricole. Il fait pratiquement tout ce qui concerne, en tout cas, élevage, agriculture, tout et tout. Monsieur Babadidé, merci d'être avec nous ce soir. Merci aussi. Mais on sent bien qu'il fait bon vivre chez vous, hein? Ah bon? Eh oui. Non, l'agriculture nourrit bien son homme. Oui, ça, il faut s'en convaincre. N'est-ce pas? Et oui, vous serez reçu par la Paz, Estelle Pazou. Ma gossure, hein, mesdames et messieurs. Eh oui. Estelle, bonsoir. Bonsoir, Boris. La pleine forme? Ça va très bien. D'accord. Donc, on parle des possibilités aujourd'hui qui existent dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole. Surtout dans la production animale. Eh oui, voilà. Alors, on vient de voir un exemple d'élevage de lapins. Monsieur Babadidé, est-ce que ça revient à dire que c'est une entreprise de production animale? Forcément. Déjà, avec cette taille-là, c'est déjà une entreprise puisqu'elle peut déjà prendre en charge celui qui s'en occupe et payer des charges aussi additionnelles. Je crois que c'est déjà une entreprise. Et quel autre exemple peut-on citer en matière de production animale? Bon, production animale, c'est tellement varié maintenant. Hein, ça part de la volaille. Quand je parle de volaille, je parle de poulet, de pintade, de dindon, de canard. De façon spécialisée, on peut le faire, surtout dans le domaine, dans la logique moderne d'élevage, la logique industrielle d'élevage. On doit faire chaque espèce séparément. On peut avoir des entreprises de rongeurs, donc les solacodes, les lapins, les cobayes,
hein. Et des gens, on peut avoir des entreprises d'élevage de petits ruminants, des entreprises d'élevage de gros ruminants. Les petits ruminants, c'est les moutons, les cabris. Les gros ruminants, c'est les bœufs. On peut avoir d'entreprises d'élevage de chevaux. On peut avoir d'entreprises d'élevage de chiens. On peut avoir d'entreprises d'élevage de chats. On peut avoir d'entreprises d'élevage de poissons, même de vers de terre. On peut avoir d'entreprises d'élevage d'insectes. C'est-à-dire, c'est tellement varié. Et on peut avoir aussi les animaux décoratifs, les oiseaux décoratifs, les perroquets, les canaris. On peut avoir, c'est tellement varié, mais on doit pouvoir faire une entreprise, mais tout ça c'est lié à un marché. Si le marché est petit, les entreprises seront de petite taille. Si le marché est grand, les entreprises seront de grande taille. Alors déjà, si on parle de votre exemple vous-même, vous qui avez un élevage de tout, je vais dire, si on parle de votre exemple, quel doit être l'état d'esprit d'un jeune aujourd'hui qui désire entreprendre dans la production animale? Bon, d'abord, ce n'est pas je veux entreprendre. Ok. Mais c'est quoi alors? C'est je peux entreprendre. Et c'est même au-delà de je peux entreprendre, parce que ça doit être suscité à partir de l'intérieur. Si c'est suscité à partir de l'extérieur, ça ne marche souvent pas. Parce qu'il y a une possibilité, on a dit, bon, il y a un ministère qui s'occupe de ça, les jeunes venaient à l'élevage, ça ne marche souvent pas. Mais quand ça provient de l'intérieur, quand vous êtes né pour ça, parce que chacun est né pour quelque chose, il faut que les parents arrivent à le détecter très tôt auprès de leurs enfants. Il faut que les enfants eux-mêmes arrivent à s'insurger même contre l'orientation qu'on leur donne pour dire « mais moi, je veux faire ça ». À partir du moment où chacun est né pour quelque chose, si vous définissez que vous êtes né pour élever les lapins, allez-y. Vous n'avez pas besoin d'une grande école pour devenir le plus grand éleveur de lapins. Parce que vous portez déjà les vérités du lapin en vous, quoi. Vous portez déjà tous les clones, tous les indices, tout ce qui peut apprécier le lapin, vous les portez déjà en vous. Le reste, c'est ce que l'environnement extérieur va vous apporter. Et quand vous tombez sur un bon coach, un bon guide, une bonne information, vous êtes déjà... Donc, parce qu'il faut un bon guide, un bon coach, tout ça passe. Il ne suffit pas de faire juste la formation et de dire qu'on peut être un bon entrepreneur dans la production animale. Non, c'est-à-dire, pour être bon, il faut d'abord être dans un environnement où on est bon. Vous voyez, c'est là où le coaching est indispensable. Mais quand on est dans un environnement où tout est faux, vous voyez, vous allez croire que vous faites du bien alors que c'est du faux. C'est une affaire de sensation. Vous voyez, bon, c'est un exemple pas très gai, mais il faut le dire. Quand vous pétez dans votre propre chambre, quand vous pétez dans votre propre chambre, vous êtes là, vous n'êtes pas surpris, ça ne vous dérange pas trop. Ah, mais parfois ça dérange. Non, vous-même non, parce que dans votre puanteur, vous vous plaisez. C'est ça qu'on appelle l'homme. L'homme, c'est comme ça. Vous savez, chacun dans sa vilainie se croit le plus beau, vous comprenez, et dans son absurdité se croit le plus intelligent. Donc on est par rapport à notre propre nature ce que nous sommes. Vous voyez, et tout ce on est bon, quoi. On est bon par rapport à sa propre nature. Maintenant, le problème, c'est quelle orientation on doit faire de vous pour que vous deveniez meilleur par rapport par rapport à un référentiel, quoi. Alors, à part le coaching, de quoi a-t-on besoin pour une entreprise de production animale? D'abord, on a besoin de la volonté, ou bien des valeurs intrinsèques de la personne. Comme je le disais, un profil de naissance qui vous dit « j'aime ». Et quand vous aimez déjà, vous avez fait déjà les 80% du chemin, quoi. Mais quand vous n'aimez pas et qu'on doit vous obliger à faire, bon, les mariages forcés aussi avaient marché entre-temps. Il suffit d'avoir la décision ou bien d'être dans cet encadrement et ça marche aussi. Après, ce caractère intérieur,
j'ai ajouté les caractères environnementaux, c'est-à-dire l'éducation, la formation, le coaching, comme je le dis. Et le matériel, Oui, j'en viens. Okay. Ça, c'est l'environnement financier. D'accord. L'environnement financier, c'est ça qui détermine tout, et à côté du marché. Parce que si vous avez toute la volonté, vous avez toute la formation qu'il faut, quelle que soit la compétence d'un chirurgien, s'il n'a pas un bon bloc opératoire, il ne peut pas opérer. Vous voyez, donc il faut créer donc l'entreprise. Pour créer l'entreprise, il faut de l'argent. Et l'argent, c'est ça qui va déterminer la taille de l'entreprise. Au début, il est vrai aussi que le temps aussi peut déterminer la taille de l'entreprise, quoi. Donc ces deux facteurs vont jouer tout le long du processus de développement de cette entreprise. Alors, et quelles sont les possibilités qui s'offrent aujourd'hui au Bénin, surtout en matière de production animale? C'est tellement énorme. À part les insectes, je veux dire. C'est tellement énorme. Nous avons une climatologie complice ici qui permet au fourrage de se développer de façon naturelle. Dans les autres pays, le fourrage se produit. Ça se sème comme on sème le maïs. Qu'est-ce que vous appelez fourrage? Le fourrage, c'est l'herbe. Okay. L'herbe qu'on peut donner aux bœufs, aux moutons, aux lapins, aux olacones. On a ça de façon gratuite. On a une climatologie qui permet aux animaux de vivre à l'air libre. Vous voyez, on a les hommes décidés, on a les ressources humaines qu'il faut. Et ce qui manque, c'est l'environnement incitatif, c'est l'environnement, c'est le financement, c'est le marché, c'est l'organisation de tout ça, c'est le système éducatif aussi qui ne forme pas pour élever, quoi. Mais c'est également le faible taux d'organisation des acteurs. Bon, ça viendra. Oui, les acteurs, puisque la plupart n'arrivent pas des universités. Il faut s'organiser pour pouvoir aller. Mais même dans l'organisation, s'il n'y a pas les facteurs institutionnels, par exemple, une assurance pour les éleveurs de lapins, et tout le péril tombe sur eux, et on n'a pas d'assurance agricole, et on n'a pas une banque qui vous finance à la taille de votre marché ou bien à la taille de votre volonté. Donc on a tous ces éléments-là qui souvent sont portés par nos parents, quoi. Or, si les parents n'en ont pas, tu peux avoir toute la grande volonté du monde, tu n'auras pas. C'est ces éléments qu'on doit mettre à disposition, qui doivent être permanents, qui institutionnalisés pour que le jeune qui veut passer de 10 lapines à 50 lapines puisse savoir où il faut aller pour avoir ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour inverser la tendance et accompagner ces jeunes-là dans leur volonté d'entreprendre? Non, il faut que nos États soient réellement des États de développement. Okay. Il faut qu'on ait des objectifs quantitatifs de ce qu'on veut, quoi. Alors, et ça ne sert à rien de dire on va développer l'élevage. Ça n'existe nulle part. On va augmenter l'effectif de tel pourcentage. On va atteindre telle quantité de lapins, de bœufs, de porcs par an. Et là, ça permet même c'est ça qui est le premier élément. Mais dans les pays africains, on n'a pas ça. Dans la façon de planifier dans nos ministères, on n'a pas ça. Ça nous perd. Les gens disent seulement on va développer ceci. Mais on doit avoir des objectifs quantifiés, des objectifs de qualité pour un marché prédéfini. Ça peut être le marché national qui est visé, ça peut être une partie du marché sous-régional qui est visé. Tout ça inscrit dans une politique. Estelle Pazou va essayer de ramener sur ce plateau M. Babadjide. Il est bien dense, voilà. Vous le ramenez. En 15 minutes, on ne peut pas tout dire avec lui. Ça, c'est clair, hein, Estelle. Pour un autre monde agricole. Je suis d'accord avec vous. N'est-ce pas? Mais je vais quand même résumer ce que M. Michel Babadjide vient de dire. Autrement dit, en Afrique, chez nous, il faut une vision claire et précise. Tout à fait. Okay. Pour le développement, dans la production animale surtout. Et voilà. Merci beaucoup, Estelle Pazou, M. Babadjide. Bon retour chez vous. Toujours à Lokossa? Oui, toujours. À la maison du paysan. Oui. On va et y faire un tour. Le village des paysans. On est déjà au village des paysans. Tout un village maintenant. Oui.
D'accord, merci en tout cas et bon vent à vous dans vos projets. Merci. Mesdames et messieurs, après donc monde agricole, nous allons installer notre expert. Et oui, Marcel Effon, ce jour nous parle, nous donne toutes les informations sur la troisième étape, hein, comment adopter de nouvelles attitudes. À tout à l'heure. La semaine dernière, Marcel Effon a essayé d'entretenir les téléspectateurs, partager avec eux quelques outils pour franchir la deuxième étape vers le changement. Mais aujourd'hui, en quoi consiste la troisième étape? C'est ce dont on va parler avec lui, Marcel. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, comment allez-vous? Merci d'être là, je vais bien. Et vous? Super bien. N'est-ce pas? Alors, la troisième étape. Absolument, avant d'aborder la troisième étape, Oui. je voudrais quand même faire Un petit rappel et également un coucou à l'endroit des téléspectateurs qui n'arrêtent alors de nous motiver, n'est-ce pas, à travers leurs messages, leurs questions, leurs bousculades, à comprendre davantage sur le processus du changement. Le sujet a toute son importance. Absolument. Donc jusque-là, on a travaillé avec les téléspectateurs qui sont tout le temps à ce rendez-vous sur les premières et les deuxièmes étapes qui conduisent vers un vrai changement. On avait parlé déjà de comment est-ce qu'il faut prendre de bonnes nouvelles décisions. Et naturellement, la première étape, la deuxième qui consistait bien sûr à trouver des éléments de motivation qui sont par exemple rechercher par exemple la douleur qu'on associe au comportement mauvais qu'on a eu jusque-là et retrouver par exemple la joie lorsque on est en train de faire la nouvelle chose qu'on a bien envie de faire, quand bien même ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous allons passer à la troisième étape, absolument en abordant comment abandonner ces modèles limitatifs. Comment abandonner ces modèles limitatifs? Absolument. Naturellement, lorsque vous avez envie de changer, lorsque vous avez envie de produire davantage de résultats ou d'être une nouvelle personne dans n'importe quel domaine de la vie, on a toujours des modèles limitatifs, c'est-à-dire les comportements, les attitudes, les circonstances, les environnements qui nous ont favorisé ou qui ont favorisé le comportement précédent jusque-là. Naturellement, si vous voulez avoir de nouveaux résultats, il faut savoir quand même abandonner tout cela et poser de nouveaux actes, avoir de nouveaux comportements, avoir de nouvelles attitudes, penser autrement pour avoir un nouveau résultat. Donc la troisième étape dans le processus du changement consiste pour nous aujourd'hui à aborder comment est-ce qu'il faut abandonner les modèles limitatifs. Je vais vous donner un exemple tout simple. Hein. Si vous avez observé une fois par exemple dans une chambre noire où vous avez fermé votre porte, ce qui se passe tout de suite lorsqu'il y a des mouches, les mouches se dirigent vers les fenêtres. Tout à fait. Elles recherchent là où il y a la lumière. Mais quand ces mouches-là se rendent vers ces fenêtres-là, parfois quand les fenêtres sont en acco, les mouches ont envie de sortir, mais se cognent à ces nacos-là. Je ne sais pas si vous avez observé cette scène-là une fois dans votre chambre. Alors exactement, c'est ce qui se passe avec les hommes. Lorsque vous vous retrouvez dans une circonstance et vous avez envie de changer, parce que ce qui nous amène naturellement à changer, c'est parce que nous ne sommes pas contents des résultats que nous produisons. Nous ne sommes pas contents de la personne que nous sommes devenus. Nous ne sommes pas contents peut-être de la performance que nous avons développée ou des attitudes que nous avons. Alors du coup, ça devient la chambre noire. Mais on a envie quand même d'abandonner tout ça. On a envie de faire autre chose. Mais il se fait qu'on rue vers ce qu'il faut faire à nouveau, mais on se rend compte qu'on a fait les mêmes choses, mais on désire avoir le même résultat. Donc les mêmes comportements devront produire les mêmes effets jusqu'à ce que vous changez. Alors, je demande aux gens de commencer à s'observer. Si quelqu'un dit « je suis plus content de mes résultats », que la personne commence à s'observer pour voir au réveil, comment est-ce qu'il se réveille. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui me disent j'ai envie, par exemple, d'être à l'heure au boulot. Le retard, par exemple, c'est un problème pour ma carrière. Mon chef m'a tout le temps dit que tant que je ne vais pas arrêter, par exemple, d'aller au boulot en retard, mes collaborateurs ne pourront pas alors prendre le risque de commencer à venir au boulot à l'heure. Donc, tout le temps, quand nous sommes au CODI, mon patron me fait cette observation-là, mais il faut que ton équipe change. Les gens viennent tout le temps en retard. Il faut que ton équipe change. Mais sincèrement, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, à moi de poser la question à cette personne, mais comment est-ce que ta matinée se déroule? Avant que, par exemple, tu ne... Il faut commencer par là. Oui, il faut commencer par là, parce que tu ne peux pas continuer. Lorsque tu te réveilles de ton lit, le premier réflexe, à prendre ton téléphone, à aller sur WhatsApp, à lire tout ce que les gens ont passé tout leur temps à envoyer la nuit, passer 1 heure de temps sur ton WhatsApp, et c'est quand, par exemple, tu regardes ta montre et tu vois que tu te retrouves à 7h30, que tu sautes dans la douche.
il n'y a pas de raison miraculeuse que tu te retrouves dans ton bureau à l'heure. Donc moi, je pose la question aux gens, depuis que tu as décidé alors d'être à l'heure au boulot, qu'est-ce que tu as changé? Et on se rend compte généralement que les gens n'ont pas pris conscience de ce qu'ils doivent changer leur comportement dès qu'ils se réveillent de leur lit. Et mieux, il faut repartir de la veille. Parce que on a tout le temps dit sur ce plateau, lorsque tu te comportes de la même manière pour aller au lit, alors il n'y a pas de résultat différent au réveil. Tu vas te réveiller avec beaucoup de fatigue, avec beaucoup de peine, et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Ce qui se passe, c'est que tu n'as pas changé alors tes comportements pour te préparer à rentrer dans un sommeil réparateur et à pouvoir te lever avec facilité. Donc, la troisième étape consiste, lorsque vous voulez changer, à commencer à s'observer. Est-ce que j'ai changé de comportement? Vous voulez par exemple ne plus aller à la troisième bouteille de bière. Ok, il n'y a pas de problème parce que la troisième bouteille de bière vous pose problème. Quand vous prenez la troisième bouteille, par exemple, vous ne contrôlez plus vos comportements, vous ne contrôlez plus peut-être ce qui se passe à la suite. Il y en a quand ils passent à la troisième, à la quatrième, tout l'argent qu'ils ont, ils le dépensent dans cette buvette ou dans ce bar ou dans cet hôtel, je ne sais où. Mais ils se disent, oui, pour que je produise du résultat, pour que je ne dépense plus mon argent comme je le dépensais, alors je veux m'arrêter à la deuxième bouteille ou à la première, ou peut-être ne plus en prendre pas du tout. Oui. Mais quelles sont les dispositions que tu as mises en place pour ne plus te retrouver alors dans des conditions qui t'amènent à le prendre? Si c'est en passant un coup de fil à un ami qui avait l'habitude d'avoir ce comportement avec toi à la fin de la journée, alors il faut que tu te poses la question pour dire, est-ce que je l'appelle ce soir ou je ne l'appelle pas? Ou alors, quand il va m'appeler, est-ce que je me suis préparé quand même à répondre négativement ou à trouver des moyens pour que nous ne nous retrouvons pas ensemble? Quand nous allons nous retrouver ensemble, il n'y a pas de raison qu'on ne se conduise pas à l'endroit habituel. Tout à fait. Donc, retrouver alors des modèles limitatifs. On ne peut pas continuer à faire la même chose et désirer avoir un résultat différent. Et si vous observez généralement des gens qui changent, c'est des gens qui font catégoriquement de nouvelles choses, mais des choses différentes. Quelqu'un qui commence à parler autrement, quelqu'un qui commence à réfléchir autrement, ou quelqu'un qui commence alors à changer les environnements dans lesquels cette personne vit. Attendez quelques bouts de temps, ces résultats vont changer en bien ou en mal. Tout dépend des nouvelles choses que vous faites qui impactent les résultats que vous avez. Vous ne pouvez pas faire la même chose et décider d'avoir un résultat différent. Si vous avez une boutique et que vous ne vendez pas, je vous mets au défi. Si vous venez vous asseoir et vous attendez les clients, après cette émission, alors commencez à sortir, à poser la question aux gens. Qu'est-ce qui ferait que tu viendrais acheter chez moi plutôt que d'aller chez le voisin? Vous allez voir, les gens vont vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Et peut-être ça va vous amener alors à changer de comportement, à réorganiser vos articles ou à acheter carrément d'autres choses que vous n'aviez pas l'habitude de vendre. Mais nous sommes là et parfois les gens s'en vont chercher, pourquoi pas, des pouvoirs mystiques pour attirer les gens vers eux. Parfois c'est faux. Parce que ce qui fait que les gens vont venir vers vous, c'est ce que vous leur offrez. C'est les conditions que vous leur créez. Mais vous ne pouvez pas continuer à offrir les mêmes choses, à créer les mêmes conditions et vouloir que des gens viennent davantage. Il faut se poser la question, alors, qu'est-ce que le nouveau résultat que je veux me demande en termes d'action, en termes de comportement, en termes d'état d'esprit? On a dit plusieurs fois à travers les émissions que nous avons faites ici que les gens réussissent à partir des questions qu'ils se posent à eux-mêmes. Face à une situation, il suffit que tu te poses la question, en quoi moi je suis responsable de cette situation? Et tu vas voir que tu vas commencer à te poser d'autres questions qui consistent à aller chercher des solutions parce que tu as décidé d'être le responsable, parce que tu as reconnu la situation. Tu t'es dit que ce qui se passe est quelque chose qui devrait se passer ou qui s'est déjà passé dans le passé. Alors quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on adopte? Quelqu'un d'autre peut se dire, mais écoutez, ce qui se passe là, moi je ne suis pas responsable de ça. Heureusement, tout le monde a vu hier que j'ai fait ce que je devrais faire. Et celui qui se met alors à se poser ces questions ou à avoir ce raisonnement, ça part de l'état d'esprit, ça part du questionnement. Alors cette personne ne peut jamais avoir les mêmes résultats comme celui qui a décidé de prendre le contrôle de la situation, d'aller chercher des solutions et qui apprend d'ailleurs à pardonner à ceux qui pouvaient contribuer à cette situation défavorable. Donc tout dépend de quelle attitude nous adoptons au point de vue pratique, mais également à partir des questions que nous nous posons et l'état d'esprit que nous adoptons face aux situations que nous vivons. Et quand vous venez à cette étape, effectivement, et que vous commencez à faire cet exercice, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas facile au départ parce que tu as bien envie de penser positif, mais le négatif vient. Mais c'est ça, d'ailleurs, qui te montre en réalité que tu étais sur la mauvaise pente. Il faut continuer, il faut répéter, il faut essayer, il faut ressasser alors cette mauvaise manière de penser, cette mauvaise manière de se poser des questions jusqu'à ce que tu comprennes en réalité que tu te retrouves à un niveau où maintenant tu as le contrôle. Mais si tu ne changes pas ou si tu n'observes pas ces choses-là, tu vas continuer à aller vers la routine. N'oubliez pas,
ce que vous faites avec beaucoup de facilité, c'est ce que vous avez répété dans le temps. Et on a démontré que nous avons plus de 28 milliards de neurones qui conditionnent notre cerveau, et notre cerveau, à son tour, alors utilise les organes, les membres que nous avons pour que nous produisions du résultat. Et si vous changez la manière dont vous pensez, si vous changez la manière dont vous agissez, au début, ce n'est pas facile. Mais à force de répéter, vous allez créer de nouvelles voies, vous allez agrandir ces nouvelles voies, et plus tard, comme ça a été plus facile pour vous de faire des choses négatives, vous allez commencer plus facilement à faire des choses bien. Donc, on ne peut pas décider de il faut s'observer. Il faut s'observer, mais il faut en faire vraiment un projet. Il faut demander aux gens qui sont autour de vous de bien vouloir être vos gardiens, des gens qui vous observent, vos comptables, à qui vous rendez compte que vous voulez changer sur telle attitude. Et quand vous serez en train de faire, que vous ayez l'amabilité alors d'écouter ce que ces gens-là vous disent. Parce qu'à partir de ce moment, ces gens-là deviennent votre reflet, deviennent alors votre miroir. C'est eux qui alors vous font un retour de ce que vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Et n'hésitez pas à changer de comportement. Changer de comportement, changer d'état d'esprit, changer les questions que vous vous posez, changer les environnements dans lesquels vous vous retrouvez. Parfois même, changer complètement votre personne, changer votre vie. Si vous décidez d'avoir un nouveau résultat, vous devez changer. Et tant que vous n'allez pas changer, vous n'allez pas avoir de nouveaux résultats jusqu'à ce que vous compreniez en réalité que ça demande de vous des choses meilleures et des choses, bien sûr, limitatives par rapport à ce que vous avez fait jusque-là. Mais est-ce que déjà dans votre entreprise, la hiérarchie ou votre autorité, votre supérieur hiérarchique peut initier de telles choses, prendre des renseignements auprès des collaborateurs, envoyer du genre des questions à choix multiples pour comprendre un peu le comportement de chaque collaborateur? C'est sûr que ça va impacter positivement l'entreprise. Oui, évidemment, c'est facile de le dire. N'est-ce pas? C'est facile de le dire parce que quand on parle du changement, les gens ont envie de changer. Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont payé de leur propre, alors, chéquier l'argent qu'il faut pour changer. Mais lorsque nous y sommes et qu'il faut poser des actes, il faut agir autrement, il faut penser autrement, eux-mêmes, ils ont démissionné. Parce que c'est ça même le problème. Dans un contrat tripartite, lorsque vous êtes une entreprise et vous voulez changer un collaborateur, moi, je demande à ce que le collaborateur fasse alors de cet engagement un engagement personnel. Parce que le chef d'entreprise veut bien que le résultat change. Mais pour que le résultat change, il faut que des hommes se comportent autrement. Lorsque je fais un contrat avec le chef d'entreprise qui dit « je veux que les résultats changent », c'est une bonne chose, première chose. Mais il faut que je puisse être en contact avec les gens qui doivent poser des actes, qui doivent changer de comportement, qui doivent changer de manière de penser, d'agir pour qu'on puisse avoir le résultat. Et c'est là, c'est un peu compliqué. Le propriétaire veut que ça change, mais ceux qui doivent agir ne sont pas conscients de ce qu'il faut que ça change. Donc moi, je dis le changement dans une entreprise devrait être un projet. Un projet qu'on met en place où on travaille avec les parties prenantes, que ce soit le chef d'entreprise, les collaborateurs, les clients, même le gardien qui est à l'entrée. Parce que le gardien fait le patron et fait perdre du temps aux clients, au personnel, alors qu'en gros, là-bas, on a dit chaque minute perdue est de l'argent perdu. Mais puisqu'on ne l'a pas impliqué dans ce projet de changement, il continue de se comporter de la même manière qu'il se comportait avant. Alors, il doit changer de comportement. Il doit savoir que chaque minute, désormais, compte dans l'entreprise, mais il faut pouvoir l'intégrer dans le projet de changement. Et généralement, lorsque toutes les parties prenantes sont intégrées dans un projet de changement comme celui-là, chacun commence à identifier alors ces modèles limitatifs, à opérer sur ces modèles limitatifs jusqu'à ce que le changement devienne une réalité pour l'entreprise, d'abord pour les individus. Donc c'est beaucoup plus complexe le changement dans des organisations, dans des équipes, que ce que nous pensons généralement. Parfois on veut utiliser le pouvoir lié à son titre de chef, de patron, pour pouvoir changer les autres. Comme tout le monde le sait, ça ne marche toujours pas. Les résultats sont là, les gens veulent changer. Le changement doit d'abord être individuel. Individuel, doit être considéré comme un projet qui concerne tout le monde et que chacun individuellement puisse prendre son engagement et décider de faire ce qu'il doit faire. Donc, dans la troisième étape de comment opérer de nouveaux changements dans sa vie, il est question beaucoup plus de s'observer. De s'observer, de travailler sur les modèles qui nous limitent jusque-là, sur les comportements, les actions, les attitudes qui nous ont conduits à avoir les résultats que nous ne désirons plus. On ne peut pas continuer à faire les mêmes choses et attendre un résultat différent. Donc, il faut changer de modèle limitatif. C'est des actes, c'est des comportements, c'est des manières de penser, alors qui nous ont conduits à avoir les résultats que nous avons maintenant. Et il faut commencer à ressasser cette manière de penser, qui est très important. J'ai dit aux gens, vous criez sur des collaborateurs, vous criez sur votre épouse, vous criez sur votre époux, vous criez sur vos enfants de changer. Mais vous continuez de les faire regarder ce qu'ils ont regardé jusque-là, qui leur ont permis de se comporter comme ça. Non, il faut d'abord commencer à ressasser l'état d'esprit. Il faut commencer à leur mettre la pression pour qu'ils puissent voir, penser autre chose et commencer à agir autrement.
D'accord. Merci beaucoup Marcel Effon, coach en leadership et développement personnel. Avec vous, on abordait la troisième étape de comment changer ou comment adopter de nouvelles attitudes. On va se retrouver la semaine prochaine. Plaise à Dieu pour parler de comment trouver de nouveaux modèles qui sera la quatrième étape vers le changement. Vers le changement. Merci. Le rendez-vous sera pris donc. Bonne soirée à vous. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, on va à présent, après Marcel Effon, recevoir Christelle Randolph, elle est cardiologue, pour parler du cœur du sportif. Comment ça fonctionne? C'est dans nature et bien-être. Yasmine Damanta nous propose de suivre ce reportage réalisé sur la cardiologie du sport. Et après, on va débattre du sujet avec notre experte. On voit des gens qui s'organisent au niveau de la place de l'Étoile Rouge, par exemple, et qui font des exercices, c'est une bonne chose. Mais comprendre que tout le monde ne doit pas tout faire. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles tuent 2 fois plus vite que le VIH ou le paludisme d'après les spécialistes en santé. Parmi ces maladies, nous avons l'hypertension artérielle. Affection héréditaire, l'hypertension peut être contrôlée grâce au sport. L'activité physique est très importante dans la prévention des maladies cardiovasculaires. Les exercices physiques qui seront brusques, qui sont censés faire varier les paramètres cardiovasculaires de façon rapide, ces exercices-là sont déconseillés. Par exemple, la pratique des haltères, d'exercices tout rapidement intenses. Ce qui va être recommandé, ce sont des exercices qui sont durables et d'intensité modérée. La marche, la natation. Chaque année, le taux de mortalité cardiovasculaire ne cesse de croître dans le monde. Il passe de 10 millions de décès en 2005 à 17,5 millions en 2012. Quelqu'un devient hypertendu sur des paramètres multiples. L'âge, l'hérédité, parce qu'il y a des familles où on est prédisposé à faire de l'hypertension artérielle. Et puis, il y a certaines causes précises, certains dysfonctionnements de certains organes précis qui peuvent donner de l'hypertension artérielle. Donc, globalement, par rapport à cela, puisqu'on ne sait jamais quand est-ce que ça s'installe, ce que nous recommandons à la population, c'est quand même de temps en temps d'aller se faire prendre la tension artérielle. Pour promouvoir une bonne santé cardiovasculaire et les bonnes pratiques sanitaires, la Société béninoise de cardiologie a formé des professionnels des médias. Une sensibilisation appréciée de tous. Cette activité nous met face à une responsabilité, savoir la fréquence de son rythme cardiaque pour savoir quelle activité sportive pratiquer. Nous devons savoir qu'il est important que par semaine, nous puissions pratiquer environ 150 minutes d'activité sportive, c'est-à-dire à hauteur de 30 minutes par jour, 5 jours dans la semaine. Je pense que c'est largement suffisant. C'est l'occasion de dire que tous ceux-là qui tiennent des salles de sport, les salles de gymnastique, c'est un secteur qui doit être réglementé. Cette formation intervient à quelques jours des 2 activités phares de la Société béninoise de cardiologie. Il s'agit du 3e congrès international de la Société béninoise de cardiologie et de la 2e journée nationale de cardiologie Hippolyte Agboton. Merci à vous, Yasmine Damanta, Igor Ayosso, Samuel Samba et Christian Kenom pour ce reportage. Nous retrouvons donc sur le plateau Christelle Randolph, cardiologue, pour parler de la cardiologie du sport. Comment le cœur du sportif fonctionne-t-il? Merci d'être là, Madame Randolph. Oui, bonjour Madame la journaliste, merci de m'avoir invitée. Oui. Je crois que lorsque on veut parler des particularités du cœur du sportif, il faut d'abord spécifier de qui on parle. Parce que pour qu'on considère que le cœur a des modifications liées au sport, il faut d'abord une pratique sportive assez fréquente. Donc, on dit au moins 6 heures par semaine et avec un niveau d'entraînement suffisant. Est-ce que là, on s'adresse plus aux sportifs professionnels? Voilà. On va plus s'adresser aux sportifs de haut niveau ou à l'athlète de haut niveau. Et donc,
lorsque cet individu va avoir un niveau d'entraînement suffisant, il va y avoir des modifications permanentes de son cœur. Et donc son cœur va être différent du cœur de quelqu'un qui ne pratique pas de sport. Donc le cœur du sportif professionnel, de l'athlète de haut niveau est différent du cœur de heureuse qui ne pratique pas du sport, en tout cas qui n'est pas pro en la matière. Voilà. L'athlète de haut niveau va avoir un gros cœur. Un gros cœur parce que... Mais quand on dit un gros cœur, qu'est-ce qu'on y met? C'est vrai. On met beaucoup de choses dans le gros cœur. Il y a les bonnes choses comme les mauvaises. Mais dans le cas du sportif de haut niveau, c'est plutôt bien parce que ce gros cœur va lui permettre d'accomplir de très bonnes performances. Donc, le cœur va se dilater, il va s'agrandir, ses cavités vont s'agrandir pour pouvoir brasser un plus grand volume de sang dont les muscles ont besoin lors de l'effort. D'accord ? Ensuite, les parois vont avoir tendance à s'épaissir un peu, légèrement aussi. Et c'est également un cœur qui va avoir tendance à battre beaucoup plus lentement que le cœur d'un individu normal. Parce qu'il est beaucoup plus performant et au repos, il n'a pas besoin de plus de 50 battements par minute pour couvrir les besoins de l'organisme, alors qu'un individu lambda va battre à 60 ou 80, voire même 100 battements par minute. Donc, les sportifs parfois même descendent à 30-35 la nuit quand ils dorment et dans la journée, ils sont autour de 40-45 battements par minute. Donc, ça, c'est des petites particularités qu'il faut connaître. Voilà. Mais est-ce que ces particularités ont un impact sur le cœur même du sportif ou c'est fait comme ça? Non, il ne naît pas comme ça. Ça n'agit pas, ça n'a aucun impact négatif sur le cœur du sportif? Disons, le fait que son cœur batte moins que la normale? C'est même positif pour lui. Ça l'avantage parce qu'à l'effort, il va pouvoir augmenter davantage, on parle de réserve chronotrope, il va pouvoir augmenter davantage sa fréquence cardiaque. Si vous êtes déjà au repos à 80 par minute et que vous faites de l'effort, vous savez qu'il y a une fréquence cardiaque maximale qu'on ne dépasse pas. C'est laquelle? Elle se calcule par une petite formule qui est très simple, c'est 220 moins votre âge. Si vous avez 30 ans et qu'on veut calculer votre fréquence maximale théorique, c'est 220 moins 30, ce qui fait 190. Donc, si vous êtes déjà à 100 au repos et que vous devez attendre 190, vous n'avez que 90 battements de réserve. Alors que si vous êtes à 50 au repos, vous comprenez que vous avez énormément de marge de manœuvre pour accélérer votre cœur et pouvoir soutenir un effort très important. Donc, ces modifications sont positives. Maintenant, il y a certains sportifs chez qui on retrouve ces modifications-là, mais qui ne sont pas forcément liés au sport, mais qui sont liés, par contre, à une maladie du cœur qui existait avant. Donc, oui. Et donc, chez ces gens-là, on est très prudent parce que dès qu'on a un doute entre quelque chose qui existait, donc une maladie du cœur et une adaptation liée à l'effort, on n'hésite pas à arrêter le sport pendant 3 mois. Ça suffit pour que toutes les modifications reviennent à la normale. Et si on continue à avoir des anomalies, à ce moment-là, on considère que c'est une maladie du cœur et il faut faire attention. Il faut faire attention. Est-ce que c'est là qu'on constate ces chutes-là des sportifs en pleine activité? Tout à fait, tout à fait. Parce que l'épaississement de la paroi du cœur dont je vous ai parlé, qui est lié à l'effort, donc au sport, peut être plus importante et être liée à une maladie qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de sportifs, enfin, parmi ceux qui font des morts subites, il y en a beaucoup, surtout quand ils sont jeunes, avant 35 ans, qui ont cette maladie de la cardiomyopathie hypertrophique qui génère des morts subites. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un mauvais style de vie? Non, ils naissent avec. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une maladie congénitale. Le muscle cardiaque est, disons, structuré de façon désordonnée et très épais. Et donc, dans des conditions d'effort intense, comme sur un terrain de sport, ou bien quand il est un peu déshydraté, etc. Le cœur lâche. Le cœur lâche, il y a des troubles du rythme, il se met à battre de façon anarchique et c'est la mort subite. Et je crois qu'on va en parler. C'est ce qui s'est passé avec le footballeur très célèbre, le Camerounais Marc-Vivien Foué. Foué, je crois qu'on a eu même son image tout à l'heure, oui. Voilà, donc on s'est rendu compte que c'est un sportif qui avait donc cette cardiomyopathie hypertrophique. Et donc ce n'était pas dû à une sorcellerie soupçonnée en temps ou non, quoi? Pas du tout. Et sa femme, lors de l'interview après le drame, malheureusement, disait qu'il avait fait de la diarrhée pendant les jours qui ont précédé. Non, c'est vrai parce que... c'est un signe? Non.
la diarrhée va le déshydrater. D'accord. C'est très intéressant, mais on va arrêter cela tout de suite parce que le journal aussi n'est pas moins important. Il est 19h45, mesdames et messieurs. On retrouve Nadège Sani pour la présentation du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Le comité technique de pilotage du RAVIP a remis dans l'après-midi d'hier son rapport d'exécution. Les chiffres sont réluisants, plus de 10 millions de personnes ont été enrôlées. Célébration de la Journée mondiale des télécommunications ce 17 mai, la rédaction s'intéresse à la formation des apprenants et aux débouchés qu'offre ce secteur. Dans la caserne de Household Cavalry, les préparatifs du prince Harry touchent à leur fin. Samedi prochain, les soldats du régiment auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Windsor. Ça y est, on connaît désormais le nombre d'enrôlés pour le compte du recensement administratif à vocation d'identification de la population. Le comité technique de pilotage a remis son rapport d'exécution dans l'après-midi de ce mercredi à la Commission nationale du RAVIP. Amitié Sagbidi, Rock Accueillant. Les résultats sont au-dessus des attentes suivant les statistiques 2013 du 4e recensement général de la population, mais légèrement en deçà des projections de l'INSAE pour 2018. Sur 10 8 749 personnes attendues selon le 4e recensement général, 10 354 655 ont été enrôlés dans le cadre du RAVIP, soit un taux de réalisation de 103,42%. Les 103% suppose qu'il n'y a eu ni naissance ni décès par rapport aux statistiques RGPH4 de 2013. Mais la projection de la population du Bénin par l'INSAE en 2018 s'élève à 11 8 000 personnes. Si on considère cette projection, ça veut dire que le pourcentage de recensement est de 94,63%. Un résultat que salue l'équipe technique de pilotage qui aurait pu atteindre la barre des 100%. Il y a certaines personnes qui ont estimé qu'il faille attendre la dernière minute, qu'il faille attendre, il y aura la prolongation. Voici pourquoi on a été soutenu. Sinon, on pouvait atteindre effectivement les 100%. Les travaux de dédoublonnage ont aussi permis de détecter plus de 2000 dossiers complexes à étudier et plus de 20 000 déclarés invalides. L'opération a par ailleurs révélé que plus de 2 millions d'enrôlés n'ont pas d'acte de naissance, un véritable problème à corriger. En réponse aux doléances du comité technique de pilotage, le président de la Commission nationale de supervision rassure qu'elles seront favorablement étudiées. Conformément aux déclarations du président de la Commission nationale, j'ose croire que pour ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler à la phase initiale, l'occasion leur sera offerte par le gouvernement de se faire enrôler dans une phase dite normale. Après 6 mois d'enrôlement, le rapport de cette phase initiale du RAVIP présente déjà les enjeux démographiques du Bénin et servira d'outil dynamique de planification des actions de développement. Très bientôt, il sera établi à chaque citoyen sa carte à tout faire. Une date, le 17 mai, un événement, la célébration de la Journée mondiale des télécommunications et d'éthique. Ce jeudi, cette journée est célébrée un peu partout dans le monde. À l'occasion de cette fête, une équipe de la rédaction de BB24 s'est rendue dans 2 centres de formation en télécommunications. Étudiants et enseignants nous parlent ici de leur formation et des éventuels débouchés qui s'offrent aux ingénieurs et techniciens télécoms. Mathieu Sokenou, Patrick Adjagbodjou. Des étudiants en première année de formation en ingénierie des technologies de l'information et de la communication. Ces futurs ingénieurs télécoms et réseaux sont fiers de se faire former dans ce domaine. La technologie est une passion pour moi. J'aime tout ce qui concerne les trucs techniques, les ordinateurs,
l'Internet, un peu de tout. J'ai toujours été fasciné par le transport de l'information d'un point A vers un point B. Depuis ma tendre enfance, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et j'ai choisi les télécoms pour pouvoir percer le secret qui était derrière cette transmission. J'ai la conviction que les années prochaines, la télécommunication aura des ingénieurs et des techniciens aptes pour la faire émerger dans notre pays. Les télécommunications, un secteur qui innove en permanence et attire de plus en plus d'investisseurs à l'aide du numérique. Dans les écoles d'ingénieurs télécoms et réseaux, les diplômes de fin de formation des cycles 1 et 2 sont la licence et le master. On commence par 2 années de classe préparatoire qui est une formation intensive en sciences. 2 années de classe préparatoire qui correspondent aux 2 premières années de licence. 1 année de licence en génie télécom et TIC. La licence en multimédia, Internet et communication que nous appelons MIC, comme la licence en communication digitale, comme nous l'appelons DC, etc. Et 2 années de master. Nous recrutons au niveau des bacs scientifiques, bac C, bac D, bac F, etc. Pour être admis dans les écoles d'ingénieurs des télécommunications, il faut avoir certains prérequis. Il faut avoir le sens de l'innovation. Il faut d'abord que le jeune montre son autonomie et sa vision. Nous acceptons difficilement des étudiants qui viennent et qui disent « je veux le faire parce que papa le veut ». Il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il ait envie de créer et il faut que les télécommunications lui plaisent. Sur le marché de l'emploi, les ingénieurs en télécommunications figurent en tête des profils les plus convoités. Ils sont recherchés, entre autres, par les entreprises de services numériques, les start-up qui développent des applications mobiles et appareils high-tech. Les NTIC, c'est ce qui est en vogue, c'est ce qui se développe avec la plus grande vitesse. Donc, c'est un marché qui est très prometteur. J'espère qu'en terminant ma formation en télécom, j'aurai du boulot et je serai aussi très bien payée. Il n'y a aucune entreprise, aucune structure d'État, aucune organisation villageoise que vous voulez, quel que soit le cas, qui n'ait pas besoin de communication aujourd'hui. Ça veut dire que celui qui sort d'ici aujourd'hui, il est capable de travailler dans tout. Il travaille dans le secteur des télécommunications chez les opérateurs. Mais ce ne sont pas les opérateurs qui absorbent aujourd'hui la plus grande partie. Ce sont les banques, ce sont les assurances, ce sont les hôpitaux, etc., etc. Si le numérique est en train d'envahir tous les secteurs d'activité, il n'en demeure pas moins que le Bénin dispose très peu d'écoles en télécommunications et réseaux. Un défi à relever. Devant les écoles primaires situées en bordure des voies publiques à Cotonou se positionnent des facilitateurs encore appelés des guides. Leur mission, assurer une bonne traversée aux écoliers. Christian Devouchi et Arnaud Adadia se sont intéressés à ces agents qui sont commis à la tâche. Est-ce un métier? La réponse dans ce reportage. Le passeur, étoffe rouge, chicotte ou matraque en main, on les appelle passeurs ou scouts. Le sifflet soigneusement introduit entre les commissures, le passeur va et vient et stoppe à son gré les usagers de la route dans les 2 sens. La voie est libre, les écoliers peuvent passer. J'aide les gens à traverser la voie pour éviter les accidents. Le passeur, déjà au poste à 7h moins 10, sa présence devant l'école rassure écoliers et tout le monde. Plus qu'un job, être passeur peut être assimilable à une mission divine. C'est une mission divine. Nous, on aime les écoliers, malgré la petitesse du salaire. Les automobilistes ne nous respectent pas. Ils ne nous reconnaissent pas notre valeur. Ils disent, quitte la voie, je vais te projeter maintenant. Le passeur,
pauvreté et accidents font partie des risques liés au métier. Et pourtant, dans la plupart des cas des écoles en bordure de voie, la mobilité s'observe de part et d'autre. Cela crée beaucoup d'accidents. On a des blessés, on a même des parents aussi qui sont victimes des accidents. Et ce qui a fait que, après de longues réflexions, je me suis dit, bon, il faudrait que je recrute un passeur. Le passeur, un usager, donne ici ses impressions. Je pense bien que c'est une œuvre louable que ces personnes de bonne volonté font en faisant traverser les enfants afin de leur éviter d'éventuels accidents. Le passeur gagne moins du SMIC béninois, à savoir de 15 000 à 30 000 francs CFA, rarement 40 000. En outre, dans les écoles publiques, les subventions sont en retard ou quasi irrégulières, au point où ce sont les directeurs qui prennent le relais. Vu ces conditions, que faire? Je souhaiterais que les élus locaux pensent instaurer dans leur programme ou dans leur budget une partie de fonds, peut-être qui va leur permettre de recruter des personnes de bonne volonté pour pouvoir exécuter cette tâche de façon officielle. Le passeur. En attendant, les écoliers, eux, vont continuer de jouir des nobles services du passeur. Hors de nos frontières, le Togo a construit 2 parcs industriels dans le but d'attirer un investissement de plus de 1 000 milliards de francs CFA pour la période 2018-2022 et ainsi créer 1 000 emplois. Les parcs industriels vont être constitués chacun de 15 usines intensives tournées vers l'exportation du textile, des chaussures et bien autre chose. Le savoir-faire local sera mis en avant et la recherche de partenaires stratégiques étrangers sera également une priorité pour le gouvernement togolais. À terme, les autorités du pays envisagent réaliser une croissance annuelle moyenne du secteur industriel et manufacturier de l'ordre de 10% par année portée sur de nouvelles filières. Au Royaume-Uni, les soldats du régiment s'activent pour une parfaite réussite de leurs prestations le jour du mariage du prince Harry. Ces derniers auront pour mission d'escorter les jeunes mariés sur les pavés de Londres le samedi prochain. Dans la caserne, les préparatifs touchent pratiquement à leur fin, rassure-t-il. Reportage. Le jour J approche. La fanfare royale révise ses dernières gammes avant le mariage du prince Harry et de Meghan Markle. La pression monte, ils savent qu'ils n'auront le droit à aucune fausse note. Il ne devrait pas y avoir de problème. Cependant, je suppose que ce serait à moi d'assumer au bout du compte. Je ne sais pas. Peut-être qu'il rouvrirait les cachots de la Tour de Londres pour moi, qui sait. Ce sont les soldats de la Household Cavalry qui auront pour mission d'escorter le carrosse du couple princier sur les pavés de Windsor. Le régiment joue le rôle de garde du corps de la famille royale depuis des siècles et parade régulièrement lors des grands événements et notamment lors de l'anniversaire de la reine. Le prince Harry y a servi pendant 10 ans et pour ses anciens compagnons d'armes, le 19 mai aura une saveur toute particulière. J'ai fait plusieurs grandes parades. Cela fait plusieurs années que je suis dans la Household Cavalry. Mais c'est toujours sympa d'aller à un mariage quand on connaît la personne. Les mariages sont des occasions merveilleuses et celui-ci l'est un peu plus qu'un mariage normal. Avec les calèches, les chevaux, le château et les fanfares. Donc j'ai vraiment hâte. Les préparatifs touchent à leur fin dans la caserne et rien n'est laissé au hasard. Même les chevaux se refont une beauté avec des fers tout neufs. Une marque de fabrique pour ce régiment qui sait que le diable se cache dans les détails. Cette attention aux détails qui leur est demandée, la gestion du temps et la discipline, l'entretien non seulement personnel mais aussi de leur cheval, sont tous directement transférables au côté opérationnel. Et je crois que cela fait de meilleurs soldats et de meilleurs cavaliers. Pas moins de 250 membres des forces armées joueront un rôle le jour de la cérémonie, mais pour eux, il s'agit d'un engagement professionnel avec une touche personnelle. Ainsi, rien n'est trop beau et tout le monde est sur le pont,
pour que tout brille lors du grand jour pour leurs anciens camarades de régiment. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à vous qui l'avez suivi. Prenez le rendez-vous demain à 12h45 pour de nouvelles informations sur la chaîne du développement. Merci beaucoup Nadège Sani. Merci à vous pour la présentation du journal. Et on retrouve sur le plateau notre invitée, Madame Randolph, oui, Christelle Randolph, elle est cardiologue pour parler du cœur du sportif. Mais quand même, il faut déjà dire, mesdames et messieurs, qu'il y a encore environ 2 plateaux. Bon, un plateau et puis l'actualité web, un plateau qui est consacré à Horizon Culture. On va recevoir Tiboy Chala, oui, il est artiste musicien pour parler du nouveau concept inspiré du Soyoyo. Prenez donc le rendez-vous. Ce sera juste après mon invité, Madame Randolph. Alors, Madame Randolph, notre cardiologue, vous disiez tantôt que Vivier Foué n'est pas mort à cause d'une sorcellerie. C'est parce que il souffrait de la cardiomyopathie hypertrophique. Et comme on le sait maintenant, il y a 2 paramètres à prendre en compte quand un sportif fait un accident ou une mort subite comme ça a été fait, comme ça a été constaté. Il y a l'existence d'une cardiopathie, souvent, qui est non dépistée, qui est inconnue, malheureusement. Et il y a maintenant l'effet surajouté de l'effort, qui est un stress pour le système cardiovasculaire, qui va déclencher maintenant un trouble du rythme, quelle que soit la nature, et générer donc l'accident qui peut parfois être mortel, qui a été fatal pour... et donc, je disais, il avait fait une gastro-entérite, paraît-il, donc ça déshydrate, il n'avait pas suffisamment d'eau dans son corps, et au niveau des ions, ce qu'on appelle les ions également, il devait y avoir un certain nombre de modifications anormales, et donc, le cœur, dans ces conditions-là, avec l'effort, il jouait sous une forte température, il faisait très chaud justement, et donc ça a été un certain nombre de choses qui ont concouru à l'arrivée de cet accident. Mais pourquoi le mal est aujourd'hui récurrent, je dirais? On rencontre trop souvent maintenant des sportifs qui tombent, et bon, après quelques premiers soins, ils décèdent. Ils décèdent, oui, parce que, vous savez, il y a des... Avant que le sportif ne soit autorisé à pratiquer son activité, il y a un certain nombre de bilans qui doivent être faits au préalable. Il faut une visite médicale de non-contre-indication au sport. Et dans cette visite médicale-là, surtout pour les sportifs de haut niveau, la Société française de cardiologie recommande un ECG systématique. Et donc, vous voyez, ce n'est pas toujours respecté. Et donc, quand on fait cet électrocardiogramme, dans 60 à 70% des cas, on arrive à détecter une cardiopathie qui existe et qui va contre-indiquer le sport au haut niveau, ou alors qui va permettre de suivre ce sportif en lui mettant des médicaments, en recommandant un certain nombre de choses pour éviter que la catastrophe ne survienne. Donc, ces recommandations ne sont pas suivies. Beaucoup plus en Afrique, malheureusement. C'est des choses qu'on ignore ou en tout cas, on n'y fait pas attention. Il y a aussi des sportifs qui se connaissent cardiopathes, mais compte tenu des contraintes au niveau de leur club, au niveau des contraintes financières, etc., on les laisse quand même jouer parce qu'il faut qu'ils jouent les conditions du contrat. Voilà. Donc, et malheureusement, parfois ça passe, mais parfois ça casse. Et c'est ce qu'on constate. Est-ce qu'on peut également incriminer le dopage? Le dopage également à sa place, parce que bon, il y a le PO, il y a un certain nombre de substances dopantes qui créent des problèmes au niveau du cœur et qui peuvent générer des difficultés. Et donc, c'est parce que justement ces accidents sont récurrents que le Club des cardiologues du sport en France a édité un certain nombre de règles qui sont au nombre de 10. Je ne sais pas si on pourra avoir l'image. Tout à fait. Et on recommande donc de respecter ces règles lorsqu'on fait du sport. Et c'est valable également pour les sportifs amateurs. Ce n'est pas seulement pour les sportifs de haut niveau. Et il est très important de les respecter. Ça diminue considérablement le risque de survenue d'un accident au cours de la pratique. Donc c'est environ l'entretien qu'il faut avoir, il faut donner à son cœur lorsqu'on est sportif. Ça, c'est surtout les règles qu'il faut suivre lorsqu'on fait du sport. Vous voyez, par exemple, on dit... Est-ce que ce sont les images-là que nous envoie le réalisateur? Non, c'est plutôt celles où il y a les 10 règles d'or du sport avec
Mais là, c'est un examen et une consultation d'électrocardiogramme. Donc pour les sportifs, lorsque on leur fait leur visite initiale, qu'ils ont leur électrocardiogramme, qu'ils aient un problème cardiaque ou non, il est recommandé d'avoir un suivi. Il y a un suivi spécial pour les sportifs. Et voyez ici, c'est une épreuve d'effort qu'on appelle une épreuve donc, de stress qui est réalisée donc, dans un cabinet de la place qui est spécialisé dans la cardiologie du sport et dans la réadaptation cardiaque. Donc qui s'adresse plutôt aux patients qui ont déjà des problèmes de cœur et qui doivent faire du sport et qui va évaluer la réponse du cœur à l'effort. Et donc, on va mesurer la pression artérielle, on va regarder si de temps en temps à l'effort, le cœur ne fait pas un peu de désordre, s'il ne bat pas de façon anormale. Et on va également accompagner le sportif lors de son entraînement. Parce qu'en faisant l'épreuve d'effort, on va voir le niveau d'effort auquel il arrive et on va le coacher, on va l'aider et pour qu'il puisse s'entraîner dans des conditions optimales. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelques détails sur l'entretien? Comment le sportif doit entretenir son corps, mis à part tout ce que vous venez de citer là? Oui, donc il doit... Est-ce qu'il a un comportement, un style de vie à adopter, à avoir? Il doit s'écouter. Ça, il faut le savoir. S'écouter, c'est-à-dire? S'écouter, ça signifie que quand il fait du sport, il doit savoir comment répond son corps d'habitude. Et s'il y a une anomalie, il faut qu'il le sache. Il faut également qu'il s'alimente de façon correcte. Mais ça, vous voyez, c'est personnalisé en fonction du type de sport qu'on fait. D'accord. Donc, c'est en fonction de... ça va être... Vous savez, il y a des sports qu'on appelle de résistance. Donc, par exemple, ceux qui font de l'haltérophilie, donc qui vont manger beaucoup de protéines pour avoir beaucoup de muscles. Et puis, il y a plutôt les sports d'endurance comme le marathon ou bien la course à vélo. Et donc, eux, ils vont être beaucoup plus minces. Et donc, leur alimentation va différer selon cela. Il faut également qu'ils aient un suivi cardiologique, je l'ai dit. Ils doivent avoir un cardio-fréquence-mètre. C'est ça qui est recommandé pour surveiller la fréquence cardiaque quand ils font du sport et ne pas dépasser un certain seuil qui peut être délétère. Si vous nous le permettez, on va vous recevoir sur le plateau une autre fois pour parler, pour aborder encore le sujet, mais là, plus en profondeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Christelle Randolph, cardiologue, avec elle on parlait de la cardiologie du sport. Comment le cœur du sportif fonctionne-t-il? On a eu les réponses ici même et même des astuces pour mieux entretenir son cœur lorsque vous êtes sportif. Mesdames et messieurs, le dernier plateau, on va finir en culture. Et là, on reçoit, je dirais, le meilleur artiste espoir de Benetop 10. Benetop 10 sur ce plateau, oui. T-Boy, il s'appelle. Il a un nouveau concept, le Numba. On va essayer de faire cet tempo ici. C'est dans Horizon Culture tout de suite, mesdames et messieurs. Alors, sur ce plateau, on reçoit T-Boy Tchala, artiste musicien, pour parler du Numba, un nouveau concept, un concept inspiré du Soyoyo. Qui ne connaît pas le Soyoyo, mais le Numba, on va découvrir cela sur ce plateau. Mais d'abord, voici quelques images. Voilà, mesdames et messieurs, bien dansant, hein? Et bien, permis à tout le monde, même aux femmes enceintes. On a eu les images. Alors, T-Boy, merci d'être là. Bonsoir. Très parlant, bonsoir. Vous êtes avec votre
Producteur manager surtout. Ami de tous les temps, ouais. Kentan, merci d'être là. Merci à vous merci de nous pour inviter. tout ce que vous faites. On voit le produit fini et on sent qu'il y a du bon derrière. C'est lui-même. N'est-ce pas? Le bon même, c'est là. C'est ça. C'est lui-même. Alors, T-Boy, un nouveau concept. Pourquoi? Bon, est-ce que je vais dire que c'est un nouveau concept puisque c'est purement du... Bon, on peut dire que c'est un nouveau concept puisqu'il y a un mélange. Voilà, on a vu du soyoyo. Oui, il y a eu du soyoyo et puis en même temps de l'afrobeat qui se joue maintenant. Bon, il n'est pas sans savoir que je suis l'artiste espoir du Bénin maintenant, donc il faudrait qu'on fasse des recherches, qu'il n'y ait pas de suivisme dans tout ce qui devrait se faire, qu'il y ait de l'originalité et qu'il y ait aussi peut-être des gens qui vont suivre ce que je fais. Donc c'est dans l'optique là que Louis Magic, on a bossé sur plusieurs sons. On a eu au moins, après on a fait au moins près de 10 singles, mais on a fini par délibérer sur Namba. Voilà. Et ça veut dire quoi? Pourquoi ce thème-là, Namba? Namba, numéro. Ah, ok, je vois. Donc bon, c'est du, comme on le dit, le blocking quoi. Ouais, voilà, dans la rue, voilà, le langage de la rue, Namba. Voilà. Namba. Mais pourquoi avoir donné Namba? Mais pourquoi Namba? Tout le monde connaît Trélélé, justement. Oui. Avant d'aller dans le droit chemin avec elle, j'ai forcément pris le Namba. Ok. Donc c'est une suite logique, hein? Voilà, mais dans l'autre sens. Dans l'autre sens, justement. Voilà. On ira même jusqu'à sa naissance. Comme la naissance du bébé, puisque le bébé est né juste après cette vidéo-là. Voilà. Ah bon? Votre bébé? Non, le bébé, celle qui dansait, l'asiatique qui dansait. Ah bon, on l'a vu. Bon, on ne sait pas si c'est votre épouse, hein? Non. Ben non. Elle était avec son époux dans la vidéo, donc c'est une vidéo familiale, justement. Ok, d'accord. Ah ben, le soyoyo, du Namba inspiré du soyoyo, pourquoi pas inspirer d'autres concepts? Pourquoi le soyoyo? Regardez, quand on prend l'exemple juste à côté, le Nigeria, oui. Qui par Wizkid, on fait ressusciter Fela Kuti avec le Shaku Shaku d'hier. Donc, de notre côté, on a bien réfléchi. Il ne faudrait pas forcément que la personne soit morte avant qu'on lui fasse hommage, justement. Donc, la plupart, c'est souvent ça en Afrique, mais nous, on n'a pas voulu faire ça. D'ailleurs, on n'a pas l'habitude de faire des trucs comme tout le monde, on essaie de... À titre posthume? Non. C'est pas pour se jeter des fleurs, mais bon, oui. C'est mieux. On s'est dit, écoute, quelle légende vivante ici a fait ses preuves et tout. On a penché vers Robinson. A touché les cœurs surtout. Oui, vraiment toucher les cœurs. On continue de toucher les cœurs, justement. Robinson Sipa, et qui a même d'ailleurs fait sauter un très bon concept, le soyo, qui est laissé, comme d'habitude. On a de bons trucs, mais à chaque fois on laisse. On préfère faire les trucs qui viennent d'ailleurs. Exact. À chaque fois c'est toujours ça. Et je pense que ça a causé problème que je prenne un truc venant de chez moi. Ah bon? Pas vraiment un problème, mais simplement un peu de surprise. Parce que c'est une prise de risque. C'était une prise de risque. Pourquoi? C'était une prise de risque de revenir sur une musique passée. Ça a marché, ça marche. Ça a marché, mais ça n'a pas été repris, ça n'a pas été réutilisé assez longtemps. C'est pas devenu la musique béninoise de base, alors que ça aurait dû. Donc, selon l'équipe, on s'est dit qu'effectivement, il fallait... au lieu de juste faire une nouvelle belle chanson, on sait déjà le faire. C'est pas ça, c'est pas un défi pour nous, une belle chanson. Le défi, c'était choquer tout en faisant quelque chose pour le Bénin une fois pour toutes. Alors franchement, prendre le soyoyo, je vois pas comment on pourrait faire mieux. N'est-ce pas? Pour honorer le Bénin, hein. Ça veut pas dire que ce qu'on fait est parfait, mais ce qu'on a fait, c'est pour honorer le Bénin, quoi. Je vois pas comment on pourrait faire mieux. D'accord, mais le Namba est destiné à qui? On a vu la femme enceinte, oui. Qui d'autre? Mais le Namba est destiné à tous les gars qui veulent toujours... vous voyez, attaquer, quoi. Les radars. Ceux qui ont le but d'aller trélélé plus tard. Surtout ça. C'est très important. Parce que nous sommes trélélés, justement. Bien sûr. Moi, j'ai pas les preuves, je ne peux que vous croire sur parole. Non, vraiment. Hein. Et vous pouvez nous croire. Donc, on prend le Namba et on va trélélé. Trélélé, voilà. Ah bon? Tant qu'on a pris ton Namba, c'est qu'on va trélélé. Mais si on a déjà le Namba, d'une autre, c'est fini. Il n'y a plus de... Tu viens, nous, voilà, c'est quoi. trélélé, mais avec l'autre. Quand on dit, attendez, mais on va toujours trélélé. Ben ouais, justement, puisque il n'y a que quelqu'un de responsable qui veut y aller trélélé, qui veut avoir un enfant avec sa dulcinée, justement, voilà. C'est tout à fait normal. D'accord, mais est-ce qu'il y a déjà une promotion
une promotion qui a démarré autour de ce nouveau concept-là. Qui prend la parole, le manager? Je peux. La promotion a démarré, mais vous savez, à WeMagic, on a un concept. On ne veut pas imposer les choses. C'est pas notre truc. Nous, on veut partager de la musique, partager de l'amour, partager des émotions. Donc, d'abord, on veut vérifier si le public veut cette chanson. S'il la veut, alors on fait la promotion. Et le constat est déjà fait? Pour l'instant, tout va bien. Donc, on a commencé en venant vous rendre visite par invitation, et on vous remercie. Mais c'est une des façons de faire la promotion. Mais on ne veut pas forcer les choses. On veut vraiment que le public nous dise « oui, on aime ça, envoie ». Et là, on y va. N'est-ce pas? Ouais. Et ben, pour l'artiste lui-même, qu'est-ce qu'il attend après ce nouveau concept-là? Qu'attend-il de l'audimat, des fans surtout? Déjà, il faut falloir aimer consommer ce qui vient déjà de chez nous. On ne pas laisser dormir la culture, ce qu'on a vraiment chez nous. On n'est pas forcément obligé de faire ce que les autres font. On peut ne pas copier. Je voudrais qu'on nous copie. Ok. Vous voyez? Tout le temps, le Bénin copie. Pour une fois qu'on nous copie, justement, ça serait original. Magic, nigga. Magic. Mais être meilleur espoir du Bénin, on a eu, grâce au Bénin Top 10, on a eu T-Boy meilleur espoir. Est-ce que ça vous donne aujourd'hui des contraintes? Vous avez des contraintes parce qu'il y a eu des meilleurs espoirs, on a vu ce qu'ils sont devenus. Et vous? Déjà, il y a un truc à noter, que la musique, c'est mon travail. Je ne suis pas là pour m'amuser, faire les beaux yeux à quelqu'un, non. Et ce n'est pas de la musique sur ordinateur, vous faites Ben ouais, assister par ordinateur, c'est vrai, mais tant que tu n'as pas un truc au fond de toi, tout le monde le fait justement, tu ne vas pas te démarquer du lot. Voilà. Donc, je ne suis pas déjà là pour m'amuser. Et le fait que je sois aussi artiste espoir de l'année, bon, je ne vais pas dire que ça me donne des contraintes, hein, puisque depuis le début, j'ai toujours voulu travailler, je travaille tous les jours, rien n'a changé. Je continue toujours à faire de la musique. Non, ça met de la pression, c'est tout. Voilà, ça met un peu de pression, c'est tout. Ça lui fait un peu... C'est-à-dire, bon, là, j'ai un rôle, j'ai un défi, les gens comptent sur moi, il faut que je réussisse. C'est ça qu'il a dans la tête en réalité. Et c'est ce que je lis chez lui. C'est facile de travailler avec lui. Oui, lui, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris, en fait. Il est tellement naturel, il fait tout naturellement. C'est juste son talent qui se passe. Donc, on n'a rien à faire, en fait. Ah oui. Je vous dis, hein, c'est juste lui qui fait. C'est pas parce qu'on est face aux téléspectateurs. Hein, vous n'allez pas vous retrouver dans les coulisses et... mais toi, là, j'ai essayé de tout dire. Donc, il faut que tu sois docile. Hein. Non, on n'a pas... Tout va bien entre nous. C'est ça, la force de WeMagic. C'est qu'à la base, tout va bien dans le label entre humains. Donc, forcément, on avance, quoi. Et là, en l'occurrence... Ça va donner quelque chose de vraiment bien. J'aime beaucoup Namba, c'est pour ça que je dis ça. N'est-ce pas? On va demander au réalisateur s'il peut nous permettre de suivre encore quelques séquences du Namba, de montrer là. En plus, il y a la danse. D'accord. C'est la vidéo de famille, non? Yeah. Tu vois les mouvements? Vous avez vu les mouvements? C'est important. Ils sont déjà non, mais regarde, ils ont bien calé ça. Tcha, tcha. Mais je me demande aucun effet sur la santé de ce tout petit qui est dedans là. Non, il est né. Mais ils ne sont même pas au Bénin, il est né donc c'est carrément 1 heure, 2 heures temps après. De l'exercice physique pour faciliter l'accouchement. Justement, ouais, voilà même. Exactement. Donc avant d'accoucher, si tu veux que ton bébé soit en santé, tu danses du bon soyo, donc, ça va. Donc lorsque tu es à terme, tu danses Namba. Ouais, Namba, ouais, voilà quoi. C'est 5 minutes sur la table d'accouchement, tu descends. C'est le médicament. En plein là. On va mettre ça dans le truc. Ouais, voilà. Bon, après Namba, on aura quoi? Après Namba, ouais, toujours de la bonne musique. Et on promet normalement un album qui vient. Ouais, mais voilà. Il y aura toujours du travail, on ne baisse pas les bras, il y aura toujours un travail. Et aussi une surprise pour ceux qui se disent quelque chose qu'on ne va pas... mais non, ne parlez pas en code là, il faut décoder les choses ici, je veux comprendre. Il faut que je l'arrête vite, sinon il va tout dire. Non, en réalité, on prépare beaucoup de choses. On prépare beaucoup de choses, mais surtout, on prépare effectivement un projet de plusieurs morceaux. Parce qu'on en a un peu marre de se faire juger sur une seule chanson. D'un peu tout. Bon, ça, c'est encore de la surprise aussi, parce que c'est hyper important d'arriver avec un bon thème. Donc, on ne peut pas vous dire c'est quoi. Mais oui, on veut faire plusieurs morceaux qui parlent de beaucoup de choses d'importants et qui démontrent le talent
de T-Boy du début à la fin. C'est ça le plan. Merci beaucoup. Merci Nous sommes au terme de cet entretien. Un tout dernier mot pour vos fans surtout, qui vous suivent, qui vous aiment. Le son est disponible sur Follencore, Urban Eat, sur plusieurs sites, My Addictive, YouTube, partout justement. Donc, consommez allez écouter, seulement. Consommez, faites valoriser le Bénin. Et soyez dans le Nomba. Midjawe. Ah, Midjawe. Milo Goudo Miton. Et voilà, mesdames et messieurs, on a fini, je dirais, en culture, mais culture tout en beauté. Merci vraiment à T-Boy et à son manager Kemtan pour ce travail que vous faites pour valoriser la musique béninoise et tout. Le Soyoyo, et oui, du Nomba inspiré du Soyoyo pour faire plaisir à ses fans du Soyoyo, surtout à Robinson Sipa. Merci, merci pour le choix. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous. Ah non, pas du tout. Je ne saurais terminer sans vous demander de suivre l'actualité sur la toile. ActuWeb tout de suite. Amis du web, bonsoir. Une fois n'est pas coutume, démarrons par la page sport. Mécontentement, tristesse, désespoir, tels ont été les sentiments des Marseillais suite à leur nouveau revers hier mercredi lors de la finale de l'Europa League. Face à l'Atlético Madrid, l'Olympique de Marseille savait parfaitement à quoi s'attendre. Sur la pelouse, les Olympiens n'auront pu faire illusion qu'une vingtaine de minutes avant de plomber eux-mêmes leur rêve de triomphe européen. Ils ont été crucifiés par un Griezmann des grands soirs, auteur d'un doublé. Après un début de rencontre solide marqué notamment par une énorme occasion gâchée par Germain seul devant Oblak, les hommes de Rudy Garcia ont offert à leurs adversaires l'occasion de lancer leur rencontre. Ce n'est que le début car durant tout le match, les Marseillais se sont montrés très inférieurs à leurs adversaires. Les Espagnols ont une fois encore confirmé leur suprématie sur l'échiquier européen. 25 ans après le titre de 1993, l'épopée européenne de cette saison aurait mérité meilleur sort, mais Griezmann et consorts avaient d'autres projets et ils n'ont pas eu à forcer leur talent pour les concrétiser. Revenons en Afrique et plus précisément au Cameroun. Là-bas, un cri de détresse a été lancé hier mercredi par les évêques face à une crise sécuritaire dans les régions anglophones. Que dit donc le message? À tous les Camerounais, nous lançons un cri de détresse au nom de Dieu le Tout-Puissant, ont-ils écrit dans une déclaration. Nous, évêques du Cameroun, estimons qu'une médiation s'impose maintenant pour une sortie de crise. Épargnons notre pays, le Cameroun, d'une guerre civile inutile et sans fondement, ont plaidé les évêques. Cessons toute forme de violence et arrêtons de nous entretuer, ont-ils ajouté, appelant les partis à prendre le chemin du dialogue, de la réconciliation, de la justice et de la paix. Dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de sécurité déployées en force et des hommes armés se réclamant de forces de restauration d'un État anglophone qui avait éphémèrement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. 160 000 personnes ont dû fuir leur logement à la suite des violences selon l'ONU et 34 000 se sont réfugiés au Nigeria selon l'agence nigériane de gestion des urgences. En RDC, un vaccin contre le virus Ebola devrait être testé dans les tout prochains jours. Jusqu'à présent, les 23 cas de décès qui auraient été causés par la nouvelle épidémie ont été détectés dans les zones les plus isolées, ce qui donnait aux autorités une meilleure chance d'isoler le virus. Le premier cas urbain à être annoncé pourrait changer la donne. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a exprimé sa préoccupation quant à l'arrivée de la maladie à Mbandaka, ce qui rendait la flambée encore plus difficile à combattre. Nous entrons dans une nouvelle phase de l'épidémie d'Ebola qui touche désormais 3 zones sanitaires, y compris une zone urbaine, a déclaré dans un communiqué Oli Ilunga Kalenga, ministre congolais de la Santé. Depuis l'annonce de l'alerte à Mbandaka, nos épidémiologistes travaillent sur le terrain pour identifier les personnes qui ont été en contact avec des cas suspects. Précisons que c'est la 9e fois que le virus Ebola est constaté en RDC. La maladie a fait sa première apparition dans le nord du pays dans les années 70. Fin de cette revue, portez-vous bien. Merci à vous donc Marcel Arossi pour l'actu web et vivement que la paix revienne dans le nord Cameroun face à ces situations, à ces crises quotidiennes que vivent ces populations-là. Mesdames et messieurs, ce sera donc tout pour le grand rendez-vous
le grand rendez-vous de ce soir, de ce 17 mai 2018. On va se retrouver demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous très bien.